Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision Burkina Info. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Quel avenir pour la constitution du Burkina Faso? Eh bien, sans doute dans les jours à venir, le débat fera rage. Sur les réseaux sociaux, on entend parler dans les partis politiques, mais également dans les instances de décision donc au niveau de l'État burkinabé. Pour décrypter cette question importante qui engage sans doute l'avenir de la nation, nous avons sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage un spécialiste, un constitutionnaliste. Il est avocat, inspecteur des impôts, professeur d'université. Bref, il a tellement de casquettes qu'on va savoir qu'il va falloir serrer un peu pour qu'on puisse se retrouver avec les téléspectateurs. Alors, professeur Seyni Ouedraogo, bienvenue. Merci, M. Ouedraogo. Bienvenue donc sur les antennes de Burkina Info. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. Comme je l'ai dit, donc, notre débat va se focaliser profondément donc, sur l'avenir de notre constitution. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on fasse d'abord un premier point. Vous êtes depuis le 2 août dernier un avocat, ce qui est paradoxal. Vous étiez DG de l'ENAM, vous avez démissionné, vous avez décidé finalement d'être un avocat. Est-ce parce que vous avez entendu que le monde des avocats est un monde très lucratif? Bon, peut-être que oui, mais je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous me donnez de discuter aujourd'hui de questions qui concernent la vie de la nation. Concernant mon inscription au barreau, comme celle de deux autres collègues, les professeurs Loada et Soma, nous nous sommes inscrits, pour moi en tout cas, depuis le 19 janvier et puis pour les autres depuis la mi-février. Et finalement, c'est le 2 août que nous avons prêté serment à la Cour d'appel de Ouagadougou. Pour nous, notre inscription au barreau devait être comme le prolongement de ce que nous considérons comme normal, c'est-à-dire que pour un enseignant de la faculté de droit, il doit avoir la possibilité de pouvoir s'inscrire au barreau. Et nous avons voulu saisir l'occasion pour ne pas qu'une injustice se produise pour l'avenir, parce que la loi régissant la profession d'avocat prévoyait jusqu'en 2000 que les enseignants qui étaient maîtres assistants de la faculté de droit pouvaient cumulativement être enseignants-chercheurs et avocats. Donc juste une question de formalisme. Voilà. Juste une question de formalisme. Non, je crois que la première chose qui nous conduit à nous inscrire, c'est d'abord ce formalisme, c'est d'abord marquer d'une empreinte ce droit qui nous est reconnu, de sorte qu'il ne puisse plus être remis en cause, parce que, comme je vous disais tantôt, le test, quand il a été modifié à 2000, empêchait les enseignants d'être avocats. S'il y avait eu des enseignants qui s'étaient inscrits, le droit acquis allait faire que cette modification n'allait pas être possible. C'est pourquoi nous avons décidé d'abord d'un point de vue formaliste de marquer ce droit acquis-là, et puis bon, après on verra bien. Alors, ce qu'on constate depuis maintenant quelques mois au Burkina Faso, c'est comme une course effrénée vers le barreau. On a l'impression que tous ceux qui peuvent être avocats veulent être avocats, parce que l'image que l'avocat donne dans la société burkinabé, c'est quand même un métier très rentable. Oui, bon, je crois que ce qu'on pourrait appeler la course effrénée vers la profession d'avocat reste quand même mesuré, parce que le Burkina reste l'un des pays à faible effectif quand on prend les effectifs des avocats dans la sous-région. Si mes chiffres sont bons, je crois qu'on a un peu moins de 150 avocats, ce qui est assez insignifiant pour 18 millions d'habitants. Donc je crois que c'est une profession qui reste encore peu étoffée et qui appelle. Bon, pour ce qui concerne la question financière qui doit être le mobile, bon, je crois qu'on est dans un contexte économique où les gens veulent avoir un peu de la sûreté. Peut-être que ceux qui y vont estiment que ça peut être le moyen pour eux d'avoir une sécurité financière, mais sinon, pour ma part, je crois que les professions juridiques et judiciaires doivent intéresser les gens au fur et à mesure que l'état de droit démocratique s'enracine dans la société. Alors, l'avocat aujourd'hui dans la société burkinabé n'a pas fait vœu de pauvreté. Ces propos sont donc de Benao Batibé, l'un des avocats que vous connaissez sans doute. Il est du reste le président du syndicat des avocats du Burkina Faso. Est-ce à dire aujourd'hui que la profession d'avocat est une profession qui est appelée à grandir au vu notamment du nombre réduit par rapport aux besoins même des populations burkinabées? Non, incontestablement, cette profession est appelée à grandir parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les exigences de l'état de droit démocratique, les citoyens auront besoin de plus en plus de conseils pour se faire assister aussi bien dans les actions de la vie courante que dans les contentieux qui pourraient résulter soit devant des juridictions judiciaires ou non. Et donc, de sorte que je pense qu'au fur et à mesure que
les affaires vont se développer, l'économie va prospérer, les gens auront besoin nécessairement d'avoir des avocats pour les assister. J'ai eu à discuter à plusieurs reprises avec des avocats. Beaucoup nous disent, je suis arrivé dans la profession parce que je vais défendre l'opprimé, le pauvre, le nécessiteux, l'injustice sociale. Mais apparemment, à votre niveau, c'est uniquement le formalisme. Est-ce qu'il n'y a pas ce grain de patriotisme aussi pour venir en aide à ceux qui sont brimés dans leurs droits aujourd'hui, qui peut pousser quelqu'un à être un avocat? Oui, bon, je voudrais marquer que je vous ai dit que nous nous sommes inscrits d'abord pour marquer un droit qui doit nous être acquis, mais cela ne signifie pas pour autant que nous n'allons pas prêter serment, que nous n'allons pas exercer la profession. Je crois que nous-mêmes, actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur la forme juridique qui se prête le mieux pour l'exercice de cette profession, sans pour autant compromettre le métier que nous avons choisi, qui nous passionne le plus, c'est la fonction d'enseignant-chercheur. Dans plusieurs pays, on voit bien que de nombreux enseignants-chercheurs qui sont célèbres concilient bien cette profession avec la profession d'avocat, donc ça doit pouvoir être notre cas. Pour ce qui concerne la défense, je crois que si on remonte à l'esprit de l'institution, à ses premiers fondements, la profession d'avocat qui est intimement liée à l'évolution de l'Église, est aussi liée à cet engagement que les citoyens doivent prendre pour ceux qui ont les moyens techniques de pouvoir défendre les plus faibles de la société. Donc ça, c'est un sacerdoce qui, à mon avis, est logique avec la profession qu'on doit exercer. Alors, la profession d'avocat, on le sait, il y a également ce contentieux qui ne finit jamais de faire l'actualité entre l'avocat et le magistrat. Il y a toujours ces incompréhensions. On se rappelle, la dernière en date, c'est la construction de la maison de l'avocat au sein du palais de justice de Ouagadougou, chose qui avait été contestée par les différents syndicats de magistrats. Cette bagarre-là, est-ce que vous comptez être éventuellement une alternative pour trouver des solutions à cette incompréhension continue entre les deux corps? Non, je crois que pour les enseignants que nous sommes, je crois que depuis que nous sommes avocats, comme j'aime dire à mes étudiants, le monde n'a pas changé. Donc, ce serait prétentieux de dire que les enseignants-chercheurs... Vous pourrez éventuellement être une force de proposition en termes de résolution. Non, je crois que cette mission qu'on pourrait appeler de pacifique qui doit pouvoir exister entre les avocats et les magistrats, qui du reste sont dans la même logique, hein, c'est celle d'assurer un service public de l'administration qui soit qualitatif et qui vise à assurer le bien-être des citoyens. Je crois que le barreau, il est mis en place pour cette tâche-là et je crois que ceux qui sont là ne font pas très mal leur travail. Alors, on va passer maintenant de l'avocat Seyni Ouedraogo au constitutionnaliste. Je rappelle donc que vous êtes professeur d'université. Alors, vous êtes constitutionnaliste, on vous a beaucoup entendu donc dans les cadres de débats liés à l'avenir de la constitution burkinabé. On se rappelle que le 7 avril 2015, à l'initiative du CGD, vous avez animé un panel, débat donc sur le thème « La réforme constitutionnelle au Burkina, faut-il passer à une 5e république ?» Alors, plusieurs mois après le débat, refait surface à la faveur du retour donc à la démocratie au Burkina. Est-ce pour vous aujourd'hui un impératif de passer à une 5e république? Non, je crois que quand vous interpellez le technicien que je suis, c'est-à-dire l'agrégé en droit constitutionnel, moi je crois que la question de la constitution est d'abord une question politique. Voilà. Avant d'être une question juridique accessoirement, c'est d'abord une question politique. C'est-à-dire que si les acteurs politiques conviennent qu'il est temps pour eux de passer à une nouvelle république, une nouvelle constitution, qui va régir le fonctionnement de la nation, l'accession au pouvoir, la gestion, etc., et sa transmission, tant mieux, le technicien ne peut que prendre acte et puis éventuellement proposer les avis techniques qui peuvent aller dans le sens d'une nouvelle constitution. Si les acteurs politiques ne veulent pas d'une constitution, le technicien va se contenter, c'est ce qu'on fait depuis longtemps dans ses amphis, à enseigner aux étudiants la constitution actuelle, ses forces, ses faiblesses et puis les points qui mériteraient d'être changés. Donc moi je suis le débat comme tout le monde, j'ai mon avis personnel. Le citoyen que je suis, en tout cas pour un certain nombre de raisons que j'ai déjà évoquées, suis favorable en tout cas au passage à une nouvelle république, ne serait-ce que pour l'argument symbolique, c'est-à-dire pour marquer d'une empreinte l'insurrection qui a été menée par le peuple burkinabé, parce que c'est une insurrection qui a été menée pour protéger les institutions. Est-ce qu'on doit passer à une 5e république simplement pour marquer les esprits? Est-ce que la constitution ne vaut pas mieux que ça? Non, en termes de valeur même, parce que la constitution représente, comme le dirait l'autre, le Coran ou la Bible de toute une république. Non, je crois que quand nous enseignons le droit constitutionnel, on revient sur les fondements qui peuvent militer pour une nouvelle constitution. Et parmi ces fondements,
On rappelle que si la Constitution était contrat social, c'est à partir du moment où le peuple ou les acteurs politiques estiment qu'ils doivent renouveler le contrat, ils peuvent à ce moment-là décider de passer à une nouvelle constitution qui est l'acte contractuel qui va marquer les nouvelles règles vers ce passage à un nouvel horizon. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas dire que l'argument symbolique est assez insignifiant pour être pris en compte dans le passage à une cinquième république. Mais je dis que ne serait-ce que pour marquer les esprits, parce qu'on ne doit pas oublier que l'insurrection populaire a été dirigée comme une forfaiture qui était en train de se diriger contre des institutions. Donc pour marquer cette bravoure de ce peuple qui a préservé les institutions de manipulation, on peut, ne serait-ce que pour cela, seulement passer à une cinquième république. Donc la symbolique. Même la symbolique. Alors, on sait bien que beaucoup d'analystes aussi parlent de rupture. Ça veut dire que tout simplement, si on doit passer, en termes de raisons politiques, à une nouvelle constitution, une nouvelle république, il faut tout simplement rompre avec un ordre politique marqué par la domination d'un parti politique majoritaire. Est-ce que cela peut être un argument force qu'on peut utiliser éventuellement? Bon, moi je crois que ce qui parasite un peu le débat, je dirais, sur la constitution burkinabé, c'est parce qu'il y a beaucoup de points de vue qui ne sont pas techniques, il y a beaucoup de fantasmes qu'on veut traduire en règles juridiques, et c'est ce qui fait que le débat n'est pas assez sain. Et puis bon, bien entendu, quand les arguments politiques se mêlent, bon, le débat devient brouillé et on a du mal à trouver des grilles de lecture assez claires. Alors, d'autres vous disent également que le passage à une nouvelle république peut se justifier sur un plan juridique dans l'optique de mettre fin au bicéphalisme constitutionnel, de mettre en place un nouvel ordre juridique adapté aux aspirations populaires ou de corriger les défaillances de la constitution en vigueur. Bon, je crois que c'est quelques arguments qui sont avancés pour essayer d'apporter des solutions, des correctifs. Que vous ne partagez peut-être pas? Pas forcément. La question du bicéphalisme, par exemple. Bon, moi, je crois que si vous convenez, on peut discuter des éléments techniques qui peuvent militer pour une nouvelle constitution. Si on veut discuter des éléments techniques et juridiques qui peuvent militer pour une nouvelle constitution, d'abord, il faut commencer par les fondements. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler des fondements juridiques au passage à une cinquième république? D'abord, pour tous les Burkinabés qui sont des acteurs contemporains de l'histoire récente de notre pays, on sait que dans la charte de la transition, il a été marqué la création d'une commission constitutionnelle, éventuellement chargée de d'autres questions comme celle de la réconciliation. Cette commission constitutionnelle, parce que la charte, on lui a donné une valeur constitutionnelle, donc la commission constitutionnelle devait avoir pour mission d'élaborer une nouvelle constitution qui devait marquer le passage à une cinquième république. Donc, on voit déjà qu'on a une contrainte constitutionnelle qui découle de la charte. Et l'organe qui a été mis en place, c'est-à-dire la Commission nationale de réconciliation nationale, a élaboré une constitution qui a été discutée et finalement, dans les conclusions de la Commission constitutionnelle et de réconciliation, il a été demandé aux acteurs politiques de passer à une cinquième république dont le référendum devait être couplé avec les élections municipales. Donc, d'un point de vue juridique, moi je dis que c'est l'une des rares fois au monde où on peut voir écrit noir sur blanc la nécessité d'un passage d'une constitution à une autre. Moi, j'aime dire à mes étudiants qu'en dehors de l'accord de Linas Marcoussis, où il est marqué clairement qu'on doit passer à une nouvelle constitution, moi, je n'ai pas encore rencontré un texte juridique dans lequel il est écrit qu'on peut passer à une nouvelle constitution, sauf dans l'accord de Linas Marcoussis et dans la charte de la transition burkinabé. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense personnellement que ça devient de faux alibis que de dire qu'on n'est plus dans la nécessité de passer à une cinquième république. Parce que ce peuple, ces acteurs politiques-là, qui ont marqué d'une empreinte juridique cette conclusion, sont les mêmes acteurs politiques qui sont encore là. Oui, mais les acteurs politiques vous disent nous avons des priorités absolues dans ce pays. C'est pourquoi moi je disais tout à l'heure, quand je commençais mes propos, j'ai dit que le débat il est d'abord politique. Si ces mêmes acteurs politiques pensent qu'ils peuvent revenir sur l'engagement juridique qu'ils avaient pris, tant mieux, les techniciens que nous sommes suivons la logique. Maintenant,
Si on passe le cap des fondements juridiques au passage à une nouvelle république, si on en vient aux différents points de la Constitution qui doivent être modifiés, moi, en tant qu'enseignant de droit constitutionnel, sauf en tout cas à ce que je ne sois recadré sur le contenu de ce que j'enseigne, la Constitution telle qu'elle est articulée, moi, me pose problème en plusieurs de ces dispositions. Ben, on y va justement. Je voulais qu'on parle des faiblesses de cette constitution parce qu'une chose est de vouloir une nouvelle constitution, mais il est important aussi qu'on établisse les failles de la constitution actuelle du pays. C'est ça. On y va donc, comme vous êtes l'un des connaisseurs justement de cette constitution en question. Ok, donc moi, le premier problème que j'ai avec la constitution, c'est ce qu'on pourrait appeler l'asymétrie des pouvoirs qui existent entre l'exécutif et le législatif. Depuis longtemps, on parle de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est une fiction juridique qui est assez importante pour le fonctionnement des institutions, parce que l'idée de la séparation des pouvoirs part de ce que, en confiant trop de pouvoir à un seul individu, il peut en abuser. C'est pourquoi il faut comme ce que les Américains appellent le check and balance. Donc, un jeu de balance pour essayer d'équilibrer les pouvoirs prérogatives qu'on peut donner à un pouvoir constitutionnel, de sorte qu'on ne soit pas conduit à volo par des décisions qui pourraient apparaître autoritaires ou arbitraires d'un individu. Donc, si on essaie de regarder, parce qu'on ne peut pas aboutir à un équilibre parfait des pouvoirs, mais dans la Constitution actuelle, on voit qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs au profit du chef de l'État, donc de l'exécutif. Ce qu'il convient de faire, c'est d'essayer de réajuster les pouvoirs du Parlement, de sorte que le Parlement ait beaucoup plus de leviers que d'être forcément une caisse d'enregistrement. Donc, est-ce à dire aujourd'hui que vous êtes l'un des partisans des régimes parlementaires au Burkina Faso? Non, moi je ne suis pas, je rentre pas dans ce débat que je considère comme étant politicien, parce que ce n'est pas un débat technique. Un débat technique, pourquoi? Parce que quand vous voulez parler des régimes parlementaires, soit vous prenez le régime parlementaire classique, c'est-à-dire qu'avec des modèles qu'on a, comme le modèle britannique ou le modèle italien ou espagnol, ou vous prenez le régime parlementaire qui est plus ou moins souple, qui admet la cohabitation à côté du Parlement d'un exécutif. C'est ce modèle-là que nous avons choisi parce que nous avons hérité de la Constitution française de 1958 qui met côte à côte deux légitimités qui sont assez essentielles, c'est-à-dire la légitimité du président de la République qui est élu au suffrage universel direct et la légitimité du Parlement qui est élu au suffrage universel direct. Donc on a deux légitimités qui sont fortes. Sauf que, permettez-moi, pour l'Assemblée nationale, vous avez une légitimité atomisée parce que c'est une légitimité qui est reconnue à chacun des députés. Alors que pour le président de la République, vous avez une légitimité qui est indivisible et unique. Donc, si vous voulez essayer de faire une comparaison, on voit qu'il y a une légitimité qui a une petite préséance sur une autre, c'est la légitimité du président de la République. Donc, à partir de ce moment, il est totalement inexact de croire, et utopique, de croire qu'on peut, dans ce contexte-là, déboucher sur un régime parlementaire où le président de la République sera cantonné à inaugurer, comme on dit, les chrysanthèmes. Donc, il faut, cette hypothèse-là, je crois qu'il faut l'arrêter. Donc, c'est un faux débat finalement. Un vrai faux débat que de parler du régime parlementaire. Dans le contexte actuel, on ne peut pas parler d'un régime parlementaire classique parce que le régime parlementaire qui consisterait à dire que la responsabilité du gouvernement est mise en cause devant le Parlement et donc à ce niveau que le Parlement a un pouvoir assez important dans la désignation de l'exécutif, que le Parlement déterminait la politique de la nation, etc., sans pour autant que une place institutionnelle de première importance soit accordée au président. Ça, c'est une utopie qu'il faut arrêter. Maintenant, si on veut aller vers un régime qui incline vers plus de pouvoir pour le Parlement, oui, si c'est cela qu'on appelle le régime parlementaire, sans pour autant ignorer la présence que doit avoir le chef de l'État dans les institutions, bon, tant mieux. Mais si c'est pour dire que dans notre régime parlementaire tel qu'on veut le concevoir, le président de la République, par exemple, n'aura pas de pouvoir, je crois que ça, c'est pas possible. On nous dit également aussi, ce sont des experts en la matière qui en parlent, un régime parlementaire a toujours débouché, en tout cas pour le contexte subsaharien, à des coups d'État. On a vu le cas du Niger, ça ne marche pratiquement pas. Mais je crois que c'est le sage Solon qui disait depuis la nuit des temps que de dire, dites-moi pour quel peuple vous voulez la constitution, je vous dirai quelle est la constitution qu'il vous faut. Je crois qu'on est dans un faux débat au Burkina. Le vrai débat,
ce n'est pas tant la Constitution, mais ce sont les hommes qui vont animer la Constitution. Donc, qu'on soit dans un régime parlementaire ou régime présidentiel, ou un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le tout, c'est d'avoir des institutions qui répondent à nos aspirations, qui traduisent la conception que nous avons de l'évolution de notre société et qui pourront mettre en œuvre, je voudrais dire, la politique qui nous convient pour notre bonheur. C'est pourquoi je dis, quand vous prenez déjà la Constitution au niveau de l'articulation des pouvoirs, déjà, on a la nécessité de rééquilibrer le pouvoir. Nécessité qui découle aussi quelquefois des tests. Quand on prend les directives de 2009 de l'UEMOA sur les finances publiques, ces directives-là disent que l'Assemblée nationale doit avoir une mission maintenant de certification des comptes, une mission d'évaluation des politiques publiques, et que la loi des règlements doit être adoptée avant l'adoption d'une nouvelle loi des finances. Donc, incontestablement, on accepte qu'au niveau communautaire, on doit donner de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale, avec ses nouveaux pouvoirs, sera forcément accompagnée de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques, etc. Donc, on voit que si on doit pouvoir prendre ces innovations en compte dans notre Constitution, ce qui peut-être nécessairement va déboucher, pourquoi pas, sur un contrôle des comptes du Parlement. Du Parlement, parce que ça n'existe pratiquement pas pour le contexte du Burkina. Et ils ont la possibilité d'auditionner les autres, alors que le Parlement a tous les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Et si la question de l'audit des comptes du Parlement, je pense que pour ma part, c'est un raté malheureux de la Cour des comptes. C'est peut-être même une négation de cette démocratie ou encore de cette reddition des comptes pour le Burkina Faso. Oui, je suis parce totalement, que le Parlement dort sur des milliards. Je suis totalement d'accord avec vous sur cette question et je regrette que la Cour des comptes n'ait pas saisi l'opportunité que lui avait tendue le président de la République lors de sa prise de pouvoir pour essayer de contrôler les comptes du Parlement. Parce que l'idée de dire que le Parlement ne doit pas être contrôlé, ça, ce sont les vieilles considérations que les constituants français de la Troisième République avaient mises en place parce qu'on ne considérait le Parlement comme toute puissante et donc comme le Parlement en tant que représentant du peuple ne pouvait pas être contrôlé parce qu'il agitait au nom du peuple. Mais on a vu que dans les pays qui nous servent de référence, notamment on l'a vu en France en 2008 où le président Sarkozy a demandé que la Cour des comptes vienne fouiller les comptes de la présidence. On a vu au Bénin où les parlementaires ont demandé que la Cour des comptes vienne faire l'audit des comptes. Donc, il est paradoxal qu'au Burkina, la Cour des comptes ait un plateau d'or, c'est-à-dire d'aller contrôler les comptes de l'Assemblée nationale suite à la gestion transitoire. Et puis la Cour des comptes dit non, 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 écoutez, notre mission ne nous permet pas de contrôler. Alors qu'en première année, nous enseignons aux étudiants que toute institution qui est créée a vocation d'acquérir de nouvelles compétences. Et donc ça, c'était l'occasion, à mon avis, rêvée. Qu'il fallait saisir, qui n'a pas été saisi par la Cour de compte. On espère que le message est passé. Revenons donc sur la Constitution. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de failles dans cette Constitution actuelle. On a focalisé le débat tout à l'heure sur le type de régime qu'il faut pour un pays comme le Burkina Faso après les élections de 2015. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne faut pas véritablement, même si on ne va pas passer à un régime parlementaire, revoir tout de même les pouvoirs du président? Parce que l'ancienne Constitution, ce qui nous est revenu, c'est que c'était taillé sur mesure. Là, je suis totalement d'accord avec vous et puis ça me permet d'aborder les autres pans de la Constitution qui méritent d'être recadrés. Prenons le pouvoir de nomination du président de la République. Le président de la République, par exemple, nomme 7 membres du Conseil constitutionnel. Je trouve que dans une démocratie moderne, il faut en finir avec ce pouvoir exorbitant qu'on confère au président de la République de désigner les membres du Conseil constitutionnel qui a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, etc. On sait aussi que le président du Conseil constitutionnel au Burkina, parmi les 10 membres du Conseil constitutionnel, c'est le seul dont la durée du mandat n'est pas précisée. Et je trouve même que la révision, la transition aussi a manqué l'occasion de pouvoir entériner sur le Conseil constitutionnel une réforme majeure qui avait été faite en 2012 qui permettait que les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président. Donc cette réforme de 2012-là attendait à être mise en œuvre. Malheureusement, quand les transitaires sont arrivés, ils ont désigné un nouveau président du Conseil constitutionnel, remettant en cause... C'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre parce que même avec Blaise Compaoré en 2012, juillet 2012, on avait fait un pas significatif sur, en tout cas, on pourrait appeler la démocratisation du Conseil constitutionnel. On a eu un rétropédalage avec la transition sur cette question. Donc, il me semble que le Conseil constitutionnel, avec 7 membres qui sont nommés par le président, ça doit être revu pour que ça se passe comme ailleurs,
que, par exemple, la faculté de droit soit représentée, que, par exemple, les magistrats soient représentés, que le barreau soit représenté, alors que dans sa configuration actuelle, on constate que le Conseil constitutionnel est devenu une Cour suprême bis parce qu'elle est exclusive, je dis majoritairement composée de magistrats. Des magistrats, ok. Bon, prenons d'autres aspects Oui. de la Constitution. Je termine sur le Conseil constitutionnel. On nous dit que le citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est issu de la réforme de novembre 2015 qui a été faite par la transition. Mais ce qu'on nous oublie de nous préciser, c'est les effets de la saisine du Conseil constitutionnel par un citoyen. Et récemment, en mi-juillet, je crois que ça va être le 12 juillet, le Conseil constitutionnel burkinabé a rendu une décision sur une disposition du Code de procédure pénale. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a manqué l'occasion de nous déterminer l'effet de cette annulation de la disposition de la loi. Donc, ça veut dire que si on s'en tient à ce qui est connu, c'est-à-dire que les prévenus de Koudougou qui ont bénéficié de cette annulation de la loi, on ne va pas leur appliquer. Mais si demain, d'autres délinquants, présumés délinquants sont dans cette situation, on va leur appliquer. Donc ça, c'est un dysfonctionnement. Je reviens à d'autres institutions, ce qu'on appelle les pouvoirs publics constitutionnels. Quand on prend la Constitution, on voit qu'en dehors de l'exécutif, du judiciaire et du législatif, on a d'autres institutions, comme le Conseil supérieur de la Constitution, comme le médiateur du FASO, comme la SE, comme la CENI. Conseil supérieur de la communication. Conseil supérieur, parce que ça a été constitutionnalisé aussi, effectivement. Voilà. Donc, en droit constitutionnel, on les appelle les autorités administratives indépendantes. Et c'est surprenant que ce soit sous la transition, au moment où on veut moderniser la Constitution, au lieu qu'on réfléchisse sur la présence des institutions qui étaient déjà là, c'est-à-dire du médiateur du FASO et du Conseil supérieur de la communication, ou le Conseil économique et social, entre autres, oui. On vient, au lieu de réfléchir sur leur présence, parce que la vraie question, c'est pourquoi ils sont présents. Non, on en ajoute d'autres. On met la CENI, on met l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Lors des débats, vous avez été l'une des personnes à contester la constitutionnalisation de ces différentes institutions. Mais malheureusement, comme tous les 18 millions de Burkinabés sont devenus des constitutionnalistes, on ne parle, mais on ne se comprend pas. Parce que les autorités administratives indépendantes relèvent du gouvernement. Parce que ce qu'on connaît dans la Constitution, dans la séparation du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Et l'article 61 de la Constitution, 63 de la Constitution, dit que le gouvernement dispose de l'administration. Si le gouvernement dispose de l'administration, c'est-à-dire que la SE, médiateur, CSC, CENI, CES et autres, relèvent de l'exécutif. C'est-à-dire, schématisons, le Premier ministre, par exemple, s'il dit à la SE, je veux que vous allez auditer les comptes de M. Ouedraogo, la SE est obligée de revoir son programme, même s'il n'avait pas prévu de venir chez vous pour venir, parce qu'il relève du Premier ministre. Donc, le Conseil constitutionnel français avait été saisi de cette question depuis 1981 dans un arrêt qu'on appelle Retail. Le Conseil constitutionnel est ressaisi en 1999 sur la loi sur le médiateur de la République. Et le Conseil constitutionnel français a dit, attendez, il faut qu'on se comprenne. La présence de ces autorités administratives dans la Constitution n'en fait pas des pouvoirs publics constitutionnels. Ce sont des simples autorités administratives indépendantes, mais leur présence peut s'analyser comme le souci de leur donner une plus grande légitimité, de renforcer leur indépendance. C'est tout. C'est-à-dire que le législateur devrait en principe pouvoir moduler la loi qui les concerne. Mais malheureusement, je préfère terminer. Pourquoi on en est venu à là? Parce que c'était une vraie fausse question qui avait été posée au Conseil constitutionnel burkinabé sur la question de l'autonomie financière de certaines autorités. Tout à fait, notamment la CENI, par exemple. La CENI, et c'était à propos du CSC. Et le Conseil constitutionnel burkinabé avait donné une très mauvaise réponse en disant que s'ils veulent avoir une autonomie financière, il faut qu'il soit prévu dans la Constitution. Et donc, on s'est dit, si on veut avoir l'autonomie financière, allons dans la Constitution. Ça, c'est une hérésie constitutionnelle dont il faut s'empresser de réparer. Alors, est-ce que vous pensez que telles que les choses sont faites aujourd'hui, on peut revenir sur la constitutionnalisation de ces différentes institutions aujourd'hui? Parce que moi, je dis, quand on a une nouvelle constitution, peu importe, j'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de politique. S'il passe à une nouvelle politique, une nouvelle constitution, c'est ce que nous souhaitons pour avoir une plus de cohérence. Il faut toiletter, il faut profiter pour vous alors, de cette situation. Si on nous dit qu'ils ne veulent pas de nouvelle constitution, nous, on en prend acte. Mais je dis seulement, mais même si on veut aller à une révision, une grande révision,
on risque d'avoir une constitution où vous avez beaucoup de trous si vraiment on veut décider de mettre la constitution au jour de nos règles. Je voudrais aborder une autre question aussi sur les aspects techniques de la constitution qui mérite d'être réformée. C'est la question du référendum. On a vu ici tout le débat, vous-même fortement impliqué pendant la question de l'article 37. Si oui ou non on peut passer par un référendum pour modifier la constitution. Mais c'est vrai qu'on a bloqué la révision, la marche de la révision de Blaise Compaoré. Mais cette question-là, c'est tout de la constitution. On ne l'a pas réglée. Donc, il faut définitivement qu'on règle pour dire il faut distinguer le référendum d'entreprise. C'est-à-dire, M. Ouédraogo, vous pouvez décider, bon, si vous voulez prendre une mesure, tout le monde va venir à 5 h du matin. Vous pouvez organiser un référendum dans votre entreprise. Donc, il faut qu'on arrive à distinguer. Il y a des pays qui sont friands de référendum. La Suisse, par exemple, moindre chose, on consulte la population. Donc, on peut distinguer le référendum d'entreprise local, le référendum législatif, le référendum constitutionnel. Mais il faut qu'on ait une vraie précision du domaine du référendum, de sorte qu'un autre Blaise Compaoré ne vienne pas dire demain, parce qu'il a envie de faire un troisième mandat, qu'il va passer, ou bien que, par exemple, il veut diminuer l'âge de la présidence, etc., etc. Il y a cette question qui est en l'état. Il y a la question des pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire la présence de la décentralisation, ce qui est ahurissant. On est là, on chante, oui, la décentralisation, la décentralisation. Depuis 2006, le Burkina a entamé le processus. Dans le fond, il y a un problème. Alors qu'on reste quand même l'une des rares constitutions qui ne saisit pas la question des pouvoirs publics locaux. Donc, la question des pouvoirs locaux... Ce doit être peut-être éventuellement mené par l'AMBF dans le cadre de la révision de la Constitution, l'association des municipalités. L'association des municipalités. Je prends un autre exemple qui est la question de la responsabilité des gouvernants. On a suivi tous l'actualité récente. On a dit, oui, c'est parce que Blaise Compaoré, il est au pouvoir, qu'il est avec ses députés qui sont acquis, qui sont à sa cause, qu'on ne peut pas juger un ministre qui est présumé coupable de tant. Et puis, on a eu l'euphorie de la transition. Les jeunes se sont empressés d'aller être membres de la Haute Cour de justice pendant la transition. À la fin, ils ont jugé combien de personnes? Même jusqu'à présent, personne n'a été jugé. Personne n'a été jugé. Voilà. Donc, aujourd'hui, en droit constitutionnel, le débat sur la question de la responsabilité a été un débat qui a suffisamment évolué. On ne peut pas se contenter de ce vieux encadrement de la responsabilité des gouvernants et puis penser qu'avec le mécanisme tel qu'il est, aujourd'hui, quand vous prenez la Haute Cour de justice qui est représentée, il y a le MPP, l'UPC, le CDP, le quoi. Mais vous pensez que quels sont ces juges qui vont accepter qu'on juge certains de leurs pairs ou les membres de leur parti qui auraient commis. Donc, le mécanisme tel qu'il est, avant Blaise, on a vu que ça n'a pas produit d'effet. Sous Blaise, ça n'a pas produit d'effet. Donc, il faut repenser la mise en cause de la responsabilité des gouvernants. Et j'ai dit, si vous me permettez, qu'on doit saisir l'occasion, parce que le Burkina Faso, c'est le premier pays qui a appliqué une sanction qui était prévue par la Charte africaine de la démocratie et des élections, c'est d'empêcher ceux qui sont auteurs des changements anticonstitutionnels du gouvernement d'être candidats. Mais pourquoi on ne veut pas appliquer... Une loi du reste qui avait été contestée par une loi qui le avait CDP, été, justement. Autres, oui. Mais je dis pourquoi on ne veut pas tirer les enseignements de cette charte de la démocratie qui prévoit qu'on puisse juger pénalement les gouvernants qui seront fautifs d'actes de mauvaise gestion, que ce soit politique ou financière. Donc moi je pense que c'est l'occasion de saisir la réforme constitutionnelle pour qu'on repense la responsabilité des gouvernants qui doit être aussi politique. On doit pouvoir les empêcher d'être candidats, comme aujourd'hui Dilma Rousseff au Brésil, quand elle va être déchue par le Sénat, pendant 8 ans, elle ne pourra pas être candidat. Mais c'est une responsabilité des gouvernants, même si c'est politique. Donc, il fallait aller au-delà de cette interdiction, même de participer aux élections. Selon vous, ça a été à minima, cette révision constitutionnelle? Oui, ça a été à minima. Et j'ai dit, pour moi, on doit saisir l'opportunité qu'on a pour réformer la Constitution en repensant bien la responsabilité des gouvernants. Une Constitution qui s'inscrit dans la durée et pour toujours. Et pour toujours. Bon, c'est comme Rousseau disait, on ne peut pas asservir les autres générations de ses propres lois. Donc, on ne peut pas imaginer que la Constitution va durer ad vitam aeternam, mais pour notre temps, il faut qu'on saisisse l'occasion pour bien penser la responsabilité. Parce que je vous dis que la responsabilité des gouvernants, telle qu'elle est martelée dans notre Constitution actuelle, il y a une confusion entre la responsabilité du président et la responsabilité des ministres. De sorte qu'on a cru que c'est deux choses qui sont semblables, alors que les ministres, ils ne sont comme des simples délégataires
d'une responsabilité qui est celle du président. Donc, leur responsabilité ne doit pas être difficile à mettre en œuvre comme celle du président de la République. Donc, voilà des choses qu'il faut pouvoir revoir. Prenons la chefferie. Oui, il faut qu'on aille rapidement. La chefferie coutumière, justement, je voulais vous poser la question là-dessus. On en a parlé, mais où nous en sommes avec ce dossier? Moi, je crois qu'il y a une certaine hypocrisie politique au Burkina Faso où... Mais on vous dit aussi d'être réaliste, on ne peut pas dénommer le nombre de chefs coutumiers au Burkina Faso pour constitutionnaliser. Ce n'est pas possible. Dans tous les quartiers, il y a des chefs aujourd'hui. Mais M. Ouedraogo, je ne crois pas qu'au Ghana où ils ont constitutionnalisé la chefferie traditionnelle, on n'a pas cette difficulté à dénombrer les chefs traditionnels. Je crois que le vrai problème, quand on parle de chefferie traditionnelle, on parle de ceux qui ont une importance dans le jeu politique. Et je dirais aussi que c'est être en porte-à-faux avec nous-mêmes. Et ça, j'ai eu l'occasion de faire une conférence avec les jeunes militaires après l'intervention. J'ai appelé leur attention sur la conséquence politique qu'on pourrait avoir de l'accord que les militaires, que ce soit ceux du RSP et les jeunes militaires qui se sont décidés à empêcher que le RSP parvienne à son coup d'État, quand ils sont allés devant le Moro Naba, pourquoi ils ont choisi d'aller au Moro Naba, mais pas pourquoi devant le chef de mon quartier? Parce que le Moro Naba a une certaine autorité. Et ce qui est assez important, c'est qu'on voit que ce qui va déboucher sur une certaine pacification de la crise, c'est que les acteurs ont signé un accord dont le garant était le seul Moro Naba. Donc on voit que même dans nos actes politiques, dans nos actes de tous les jours, il y a un certain appel qui est vraiment constant vers une certaine prise en compte de la chefferie traditionnelle. C'est l'autorité morale en principe qu'on doit préserver, l'enlever définitivement des questions politiques. Mais pourquoi n'explorons pas nous la voie de ce que les Américains appellent les médiateurs sociaux? On pourrait leur donner un rôle social qui soit assez bien taillé, bien mesuré. Ils ont déjà ce rôle social. Ça ne suffit pas parce que les chefs vous disent aussi que ça ne suffit pas parce que le chef a besoin de moyens. Voilà pourquoi certains se retrouvent à l'Assemblée aujourd'hui. Oui, mais c'est pourquoi je vous donne la réponse de Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara est en train de faire dans le projet de la Constitution? On annonce la création d'une instance qui va être ce qu'on appelle la Chambre des chefs et des rois. Donc la possibilité qu'on leur donne une fonction institutionnelle et qu'en conséquence le pouvoir aussi prenne en charge certaines charges financières qui seraient liées à cette nouvelle fonction. Oui, mais ça pourrait coûter extrêmement cher au budget de l'État. Quand on regarde le nombre de chefs qu'on a au Burkina Faso, c'est pas évident. Bon, non, je suis d'accord que cette situation, elle ne va pas être appliquée sans qu'on essaye de mesurer les aspects négatifs et positifs. Mais je lui dirais que si on veut continuer à laisser la liberté aux chefs coutumiers, il ne faut pas s'étonner qu'ils continuent d'avoir un impact sur les résultats des élections. Il y a tellement de choses à dire sur cette constitution. Je voudrais qu'on fasse une escale sur un autre point très capital pour l'avenir même de Burkina Faso, c'est l'indépendance de la justice. Alors les magistrats sont, je dirais, c'est la première corporation qui a obtenu gain de cause. Ils sont nettement mieux payés aujourd'hui. Mais depuis qu'ils ont bien payé et tout, on n'a pas encore vu un bon procès. Comment vous expliquez? C'est vrai que vous n'êtes pas l'avocat des magistrats, même si vous êtes avocat aujourd'hui. Cette indépendance qu'on peine à avoir pour la justice parce que depuis l'histoire du Burkina Faso, la récente histoire démocratique du Burkina nous révèle que les magistrats ont été un problème pour la société burkinabé, en termes notamment de procès, de jugement. On a parlé tout à l'heure de la haute cour de justice. Les populations n'attendent pas de bons procès finalement. Pourquoi? Moi, je crois que le vrai problème au Burkina, c'est que on fait souvent des critiques un peu trop dures à l'endroit des magistrats, en oubliant que les magistrats aussi sont issus de notre corps social. C'est-à-dire que les magistrats sont des échantillons de Burkinabé. Donc, ce qu'on peut leur reprocher, ça pourrait être le propre du Burkinabé lui-même. Voilà, donc, moi je crois que la question de l'indépendance de la justice telle qu'elle doit être posée, elle ne doit pas être posée en termes seulement de rémunération. Oui, parce qu'on a donné beaucoup d'argent aux magistrats, donc les magistrats doivent pouvoir faire des jugements, je dirais à la limite, spectaculaires pour faire plaisir. Non, je crois que c'est tout un ensemble de dispositifs qui se mêlent et qui contribuent à avoir un bon système judiciaire. Moi, c'est vrai que nombreux de mes amis magistrats connaissent ma position là-dessus depuis les États généraux. Moi, je pense que notre système tel qu'il est, il doit être repensé. Et il doit être repensé depuis le recrutement des magistrats, leur formation
avant sans vous couper la parole, il y a Toé Jean Yado que vous connaissez bien, je l'ai reçu lors d'une émission qui me disait, Monsieur Ouedraogo, dans certains pays, quand on n'a pas au minimum 43 ou 45, on ne peut pas être un magistrat. Parce qu'un juge, c'est celui qui est censé donner, dire le droit, et quand on a trop de jeunes aussi, souvent, ça peut être un handicap. Moi, je suis totalement d'accord avec, je vais vous permettre, moi, je vais vous raconter quand même quelques anecdotes. Je suis d'accord totalement avec ce que M. Jean Yado Toé dit. J'ai été DG de l'ENAM. Je sais qu'on a des magistrats qui sont trop jeunes, qui ont des épaules encore frêles, et il me semble que c'est assez difficile de leur confier un certain nombre de dossiers parce que la carrière aussi a des exigences. C'est pourquoi je pense que les états généraux de la justice ne sont pas allés jusqu'au bout, parce que sur cette question-là, on a louvoyé, on n'a pas voulu aller vers les solutions les plus radicales. Et ce que M. Jean Toé Yado dit, ça s'aperçoit à travers la représentativité dans les autres instances internationales. Quand vous voyez les autres instances juridictionnelles, on a du mal à dénombrer les magistrats qui sont issus du système romano-germanique francophone. Parce que les mieux formés, ce n'est pas eux, les plus compétents, ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont plutôt issus du monde anglo-saxon, où on accède à la profession de la magistrature après avoir été journaliste, après avoir été sociologue, après avoir été économiste. Mais on a acquis une longue expérience. Et c'est cette expérience déjà que vous avez dans un domaine professionnel qui va venir vous permettre... C'est comme une consécration. Une consécration. D'accord. Alors, il faut qu'on aille vite. On est pris par le temps. J'aimerais bien qu'on parle des articles intangibles de la Constitution. Il nous reste moins de 5 minutes. Okay. Au moins, il y a des acquis tout de même de cette Constitution. L'article 37, qu'on a pu loger dans les articles intangibles. Est-ce qu'il faut revenir aujourd'hui sur le multipartisme, par exemple? Cette question qui divise aussi. Non, moi je crois que la Constitution, comme je dis, hein, elle a des dispositions qui sont assez bonnes, qui sont très bonnes, qui ont marqué vraiment l'avènement quand même d'une maturité politique des acteurs burkinabés. Donc, non, on ne dit pas que tout ce qui est dans la Constitution de la 4e République est assez mauvais et donc il faut rejeter. Mais je vais dire sur certaines dispositions, par exemple sur le multipartisme, moi je serais favorable à l'idée qu'on lie l'existence, par exemple, des partis politiques à leur représentativité aux élections. Par exemple, on pourrait avoir un seuil d'électorat pour les partis politiques qui ne l'atteindraient pas, et il pourrait mourir de sa belle mort. Donc, oui, il y a la nécessité, non pas d'interdire les partis politiques, mais de mettre en place des conditions qui soient objectives, c'est-à-dire en termes de représentativité, ceux qui n'ont pas devront disparaître. En une phrase, dites-nous, le référendum tel qu'il est fait aujourd'hui, faut-il le ranger dans les articles intangibles de la Constitution, par exemple? Le référendum constitutionnel. Oh, moi je crois que je suis enseignant de droit constitutionnel, je ne suis pas trop attaché à ces idées de verrouillage pour verrouillage, parce qu'il y a le doyen Vedel qui disait, par le mécanisme de la double révision, on lève le verrouillage. Donc le vrai système, c'est de redonner les pouvoirs aux autres organes, c'est-à-dire que le législatif ait du pouvoir, le judiciaire ait du pouvoir, les acteurs sociaux, à commencer par les médias, aient du pouvoir. C'est ce qui permet d'avoir un meilleur verrouillage que le verrouillage juridique. Alors, j'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, vous êtes professeur d'université, vous êtes constitutionnaliste, vous êtes avocat, vous êtes également financier, on le dira ainsi, parce que depuis 2008, vous avez quitté, c'est vrai, le ministère des Finances, vous êtes inspecteur des impôts de formation. Dites-nous, il y a de nouvelles taxes au Burkina Faso, en une ou deux phrases, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles s'adaptent à la situation actuelle du Burkina Faso, selon vous? J'ai fait appel maintenant au fiscaliste qui a fait l'ENAREF, sans doute. Non, je crois que quand on fait une lecture objective de l'évolution de notre économie, je crois que la création de ces nouvelles taxes-là sont pour moi la suite logique de la création des richesses, parce qu'il suffit de voir le taux de pression fiscale ici, il est à 15%. Les économistes nous disent que la moyenne acceptable dans notre pays pour ne pas détériorer la création de richesses est 24%. 15-24, on a encore 9 points à gagner. Et 9 points, je crois que ce n'est pas la création de nouvelles tâches là qui vont nous permettre même d'atteindre 2 points. Donc, pour ma part, je crois que les Burkinabés doivent comprendre que ce ne sont pas les bailleurs de fonds qui viendront nous donner de l'argent pour relancer notre économie. Il suffit de voir la part des bailleurs de fonds dans notre budget. Si vous prenez le budget même de l'année dernière, même celui de cette année, on est autour de 1100 milliards en termes de prévision des recettes. On a un budget environ 2000 milliards. Les 900 milliards, si les 900 milliards, vous n'aurez pas plus de 400-500 milliards en termes de dons et de prêts, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du travail, parce que ce n'est pas avec 1100 milliards qu'on sort de la pauvreté. Donc, le développement endogène, il faut y croire. Il faut y croire, c'est une nécessité d'y aller.
Alors, avocat, professeur, inspecteur des impôts, merci à vous. Toutes ces casquettes, c'est pour vous. Vous aussi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites de la séparation des pouvoirs. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, professeur. Alors, point final pour l'émission de Grand Déballage Cézou. J'espère que vous avez retenu de grandes choses. En tout cas, il nous a décrypté, je dirais déchiqueté cette constitution qui mérite d'être comprise par tous. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.